La saison hivernale entraîne son lot de maladies telles que le rhume et la grippe. Nous connaissons tous les principaux symptômes que ces maladies entraînent. Cependant, certaines personnes sont atteintes de ces symptômes 365 jours par année, mais n'ont pas nécessairement ces maladies. Ils sont atteints de la fibrose kystique, la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les jeunes Canadiens. Au Canada, c'est environ 3500 jeunes qui sont atteints et au Québec, on en compte environ 1200. La fibrose kystique, c'est une maladie héréditaire, donc ça prend nécessairement les deux parents qui sont porteurs du gène. C'est une maladie génétique. C'est une maladie qui touche plusieurs systèmes d'organisme, tous les systèmes où il y a des sécrétions. Donc, le système respiratoire, c'est un système qui a beaucoup de sécrétions. En fibrose kystique, le problème, c'est que les sécrétions naturelles des individus sont beaucoup plus épaisses que normalement, donc ont tendance à mal voyager ou à rester dans les systèmes. Puis dans le système digestif, il y a un petit organe qui s'appelle le pancréas. C'est lui qui est responsable de faire les sécrétions pour la digestion. C'est comme une usine avec beaucoup de canaux. Mais les canaux sont bouchés par les sécrétions. Donc, ils fabriquent bien les enzymes de digestion, mais ils ne sortent pas pour aller faire le travail. Donc, les patients digèrent mal et puis ils ont un problème de croissance, d'engraisser parce que les aliments qu'ils mangent ne sont pas digérés. On a appris que Camille était atteinte de fibrose kystique. Elle était très jeune, environ 6 mois, avec les courbes de croissance là, qui envoyaient certains problèmes, là, puis avec des toux puis des selles abondantes, puis elle a décidé de faire passer le test pour la fibrose kystique, puis on a gagné à la mauvaise loterie. Là. Mes parents ont découvert que j'avais la fibrose kystique parce que, premièrement, j'étais un bébé qui prenait pas beaucoup de poids à la naissance. Donc, je restais petit, j'avais de la misère là, vraiment à garder ce que je mangeais. Ensuite, j'avais beaucoup de problèmes respiratoires. J'avais des bronchites, pneumonies à répétition. Et puis, c'est ça, beaucoup de problèmes respiratoires. Et puis, c'est à l'âge de 9 mois que j'ai eu un arrêt respiratoire là, chez moi à la maison. Donc, on m'a conduit d'urgence à l'hôpital. En fin de compte, les tests se sont enchaînés. Et puis, c'est là que le test de fibrose kystique est tombé positif. Moi, c'est à la naissance. Donc, je suis née prématurément, puis avec des troubles de santé de respiration. Puis, tout de suite, dans le fond, à la 3e journée, ils ont vu que j'avais pas le méconium, la première cellule de bébé. Fait qu'ils ont fait un test, puis j'avais un blocage. Fait que j'ai été opérée pour un ileus méconium, qui est une des premières, disons, symptômes de fibrose. Fait qu'ils ont fait le test. Quand les fibrokystiques prennent conscience que la maladie habite leur corps, c'est le début d'un long combat. Il arrive un moment où il faut regarder les choses en face et, quoi qu'il arrive, prendre les armes nécessaires et se battre pour chaque respiration. Ça nous a donné un puissant choc là, de juste de voir qu'il y avait une espérance de vie pour puis toutes les conséquences que ça pouvait entraîner. Là, c'était un choc assez frustrant. Là, quand on met la vie, là, on pense que tout va être... on s'attend à ce que ça soit 100% garanti, puis que ça soit top niveau. Là, puis c'est la déception. Là. On prend pour acquis la santé, je pense, des fois. Là. Toutes mes amies, elles savent en général. Moi, ça me tentait pas vraiment de le cacher puis pas montrer ce que j'ai. Fait que c'est sûr que toutes mes amies le savent, puis eux, ça leur dérange pas, puis ils me traitent comme si j'étais comme quelqu'un de normal, puis ça, j'aime ça. Je me suis plus aperçu que j'avais la fibrose kystique, même si je le sais depuis toujours, vu que ça a tombé jeune. Je m'en suis plus aperçu à l'adolescence, comme c'est la période plus existentielle de tous les jeunes. Donc, c'est vraiment là que j'ai découvert que, bon, il fallait que j'adapte ma vie à la fibrose kystique. Il fallait que je pense à l'avenir avec la fibrose kystique. Il fallait que je pense à ce que je voulais faire selon la fibrose kystique. J'ai comme pas eu beaucoup d'épisodes, en fait, où ce que la maladie m'a affectée. C'est vraiment plus, je te dirais maintenant, là, après avoir eu mon enfant. Puis c'est là que j'ai commencé aussi, après avoir eu mon bébé, dans le fond, il y a 2 ans, à être plus malade. Là. La fibrose kystique, c'est une maladie pour la vie entière. Chez les jeunes enfants, c'est souvent manifesté par des rhumes, la misère à engraisser. Chez les adultes, le principal symptôme, ça va être souvent des complications de bronchopneumonie qui est au niveau respiratoire ou de la cirrhose au niveau digestif. La nutrition, on réussit habituellement assez bien de la contrôler. Il n'y a pas de grande différence de sexe, sauf une période qui est plus fragile. Les filles sont plus fragiles que les garçons à la période de la puberté. On s'aperçoit qu'il y a des filles dont la santé va se détériorer plus rapidement puis plus souvent que les garçons
à l'âge de la puberté, puis il n'y a pas vraiment d'explication encore pour comprendre ça. Donc, Quand je fais des traitements, c'est sûr que je me sens un petit peu différente parce que je sais que mes amis ne font pas les mêmes traitements que moi. Mais c'est tellement machinal là, au niveau des traitements. À un moment donné, quand elle était petite, à l'époque, elle a caché déjà des antibiotiques dans les craques de plancher. On avait une vieille maison à Saint-Boniface, puis elle les avait cachés. Elle les prenait, puis elle les mettait dans les craques de planche. Mais maintenant, elle sait qu'elle en a besoin, puis on n'a plus vraiment à dealer avec elle pour faire ou ne pas faire un traitement. Là. C'est sûr que ça ne tente pas tout le temps. C'est évident, c'est comme passer à la balayeuse, demander 5 heures. Les gens fassent des traitements de prévention, entre guillemets, ce qui est très difficile de penser à faire un traitement, de s'obliger à faire des traitements à tous les jours. On recommande des traitements d'exercice respiratoire. Il y a des traitements d'arrêt au sol à prendre aussi qui va leur coûter 30-40 minutes pour chaque traitement. Dans une journée, ça paraît beaucoup. Ce qui fait que les gens viennent tanner. Mais nous, on prescrit idéalement les meilleurs traitements qu'on connaît pour nos patients, mais s'ils restent sur la table ou s'ils ne les font pas, bien, l'amélioration est zéro. Ce qu'on recommande pour les patients fibrocystiques pour garder leur système respiratoire propre, c'est la même chose que le brossage de dents. Si tu attends d'avoir des caries pour commencer à brosser tes dents, il est un peu trop tard, tu ne vas pas revenir en arrière. Ce qui va changer à l'âge adulte, c'est que c'est certain qu'avec les années qui passent, la maladie pulmonaire évolue. Puis la maladie pulmonaire, c'est ça qui cause le plus de problèmes là, aux personnes atteintes. Pour le pancréas, on est capable de bien le traiter, de bien soulager les symptômes, puis en général, que les gens vivent bien là, avec les problèmes liés au pancréas. Pour le poumon, c'est ça qui va souvent être plus incommodant. Donc, la maladie pulmonaire va devenir plus sévère à l'âge adulte que ce qu'elle est chez les enfants. Il y a une différence de survie entre les hommes et les femmes. Les femmes ont un peu un moins bon pronostic. La différence n'est pas énorme, puis elle est moins grande maintenant qu'elle l'était il y a plusieurs années. C'est comme si l'écart tend à réduire là, avec les années. Mais il y a quand même une différence qui persiste entre la survie moyenne là, pour les hommes et pour les femmes. Puis c'est toujours les hommes qui ont un meilleur pronostic. Le nombre de traitements que je fais maintenant est beaucoup plus grand que ce que je faisais avant, en termes de temps puis en termes de quantité de sortes différentes de choses. Il y a des traitements qui changent, qui s'améliorent, fait que ça prend moins de temps, ou c'est un médicament qui fait plus effet. Puis il y en a d'autres que c'est juste rajouté. Là, comme j'ai des traitements maintenant pour le Plumosym que je faisais pas avant, qui prend quand même une demi-heure. C'est toujours des choses à rajouter en termes de temps. Une pilule, c'est pas grave, ça va vite, là, mais des aérosols puis la physiothérapie, ça se rajoute beaucoup. Ça fait plus de rendez-vous aussi de suivi que j'avais avant aussi. Ce que ça empêche aussi, c'est dans le choix des activités. T'sais, comme moi, j'aime ça faire... je fais de la savonnerie artisanale, mais les particules, c'est corrosif. Il faut que je fasse attention de ne pas les respirer pour ne pas aggraver ma santé. J'aimerais ça faire des manicures, mais il y a la poussière. T'sais. Fait qu'il faut que je pense à qu'est-ce que je veux faire au niveau de le résultat sur mes poumons aussi. Là. Heureusement, ce combat ne se livre pas seul. Pour soutenir les personnes atteintes de fibrose kystique, il existe des organismes comme les cliniques de soins spécialisés qui s'occupent de prodiguer les meilleurs soins possibles à chacun de leurs patients. Les personnes atteintes peuvent y trouver les armes pour combattre, mais aussi un soutien moral de la part de toute une équipe. On voit les patients normalement à peu près aux 3 mois, quand ça va bien, sinon un petit peu plus rapproché. Mais c'est vraiment là, de voir leur état respiratoire, leur état, comment ils pèsent, ils mesurent, puis de voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Les gens que les patients rencontrent à la clinique, naturellement, il y a moi comme infirmière, il y a aussi le médecin. Parmi les médecins, on a des médecins qui sont tout d'abord des pédiatres, mais aussi on en a qui sont pneumologues et on a même une spécialiste en médecine d'adolescence. Il y a aussi des intervenants autres. Il y a une physiothérapeute qui rencontre les patients, il y a une nutritionniste, une travailleuse sociale. Comme il y a un nombre de patients limité, bien, l'important, c'est d'avoir des cliniques où on voit le plus de patients possible pour essayer de développer l'expertise et la mise à jour aussi là, de cette expertise-là. Là. Présentement, on a aux alentours de 120 patients pédiatriques parce que les patients adultes sont suivis à l'hôpital Laval. Donc, nous, on suit les patients de 0 à 18 ans. Grosso modo, mon rôle, c'est d'être une personne ressource pour la clientèle puis de coordonner le travail d'équipe. Entre la clinique adulte et la clinique pédiatrique, en fibrose kystique, il n'y a pas vraiment de différence. Le fonctionnement est semblable. Le but est le même, c'est d'assurer un suivi
structuré et adapté à la clientèle fibrose kystique. Peut-être la seule petite différence, c'est qu'en adulte, on va beaucoup mettre l'emphase sur l'autonomie des patients dans la prise en charge de leur maladie. Mais ça, c'est un processus qu'on fait de pair avec la clinique pédiatrique. Plus les gens vieillissent, plus la maladie évolue, plus il y a des complications qui peuvent survenir qui sont moins fréquentes en pédiatrie. Donc, les spécialistes qui gravitent autour des patients adultes sont habitués de faire face à ce genre de complications-là et justement de réajuster le traitement. Mon rôle auprès des personnes fibroses kystiques, c'est principalement celui d'être un bon guide. Parce qu'en fait, je veux les aider, je veux favoriser qu'elles aient les meilleures conditions physiques possibles. Donc, un des impacts majeurs de la maladie va être au niveau respiratoire. Fait que c'est certain qu'on va avoir beaucoup d'intérêt par rapport à tout ce qui est la dynamique respiratoire, le contrôle respiratoire, puis aussi d'avoir la meilleure efficacité possible pour le dégagement des voies respiratoires. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut garder en tête. Bien, on ne peut pas ne pas être conscient de l'effort que ça exige, surtout que bien souvent, dans des stades avancés de la maladie, les gens sont déjà aux prises avec l'essoufflement, des quintes de toux répétées. Mon travail consiste à 2 aspects principaux. Le premier, c'est le soutien psychosocial. Donc, selon le rythme des patients puis ce dont ils veulent me parler, bien, moi, je vais les soutenir dans ce qu'ils vivent. Puis selon les problématiques qu'ils peuvent avoir, bien, moi, je vais faire des recherches pour trouver des ressources d'aide qui correspondent à leurs besoins. L'utilité, c'est que moi, je vais leur donner un espace puis un temps pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire ce qu'ils vivent, exprimer leurs émotions. Puis, dans le fond, c'est un peu comme une zone tampon des fois. Puis aussi, à travers ça, on fait de l'aide à la communication, de l'aide à la prise de décision, parce que, dans le fond, des fois, les personnes vont se demander, bon, bien là, avec ce que je viens de savoir aujourd'hui, là, comment je vais en parler à mon conjoint, ma conjointe, comment je vais dire ça à ma famille. Fait que des fois, ils se questionnent beaucoup là, sur ce qu'ils vivent, comment ils vont composer avec la situation. Puis nous, bien, on leur donne l'espace nécessaire pour pouvoir le vivre puis le réfléchir, puis on les accompagne là-dedans. La façon que je peux les accompagner le mieux, c'est par la qualité de ma présence, pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible, pour pouvoir dire ce qu'ils vivent, puis comment qu'ils le vivent, puis pouvoir leur donner une écoute attentive. Bien, moi, je suis traitée à l'Hôtel-Dieu à Montréal. Puis comment que ça se passe? En général, je prévois une journée entière. Ça dépend toujours à quelle heure je suis dans la journée, puis l'ordre des gens. C'est un peu premier arrivé, premier servi avec un simulacre de rendez-vous. Là. Fait que je vais là-bas, dans le fond, j'arrive, je vois l'infirmière. Après ça, c'est toujours le médecin. Je jase pas mal avec eux autres. Je suis bien honnête avec eux autres si je fais mes choses ou si je les fais pas au niveau de mes traitements pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, puis s'il arrive de quoi, ils savent... qu'est-ce qui pourrait marcher, là? T'sais, ils ne font pas juste dire « Ah, elle a pris pas... » elle prend tel antibiotique, comment ça que ça fait ça? Mais « Ah, elle n'a pas pris, fait que c'est pour ça que... » Ça aide au plan de traitement. Puis moi, je vois ça vraiment comme un travail d'équipe avec eux autres, là. Ils sont là pour m'aider, je suis là pour être franche avec eux. C'est sûr qu'en fait, la fréquence des suivis à la clinique externe, ça favorise entre les professionnels et les patients le développement de bonnes relations de confiance, là. Je dirais, on les voit assez souvent pour ça. Il y a certains patients qui vont peut-être même développer des liens plus familiers avec certains membres de l'équipe, dépendamment des affinités au niveau des personnalités. C'est sûr qu'il y a des situations qui vont venir me chercher émotionnellement, puis à ce moment-là, ça va être un petit peu plus difficile pour moi de rester l'infirmière et pas d'être un petit peu la grande sœur, si on veut dire, de la personne. Fait que oui, c'est sûr qu'on est proche de nos patients, puis leur situation nous touche. Dans certains cas, en physiothérapie, les gens, par exemple, qui vont devoir avoir une hospitalisation, on va être appelé à travailler au quotidien avec ces gens-là, ou en tout cas sur une base très régulière. Donc, on va souvent côtoyer les gens dans des périodes où ils sont dans des situations un petit peu plus difficiles. À ce moment-là, on est vraiment des témoins privilégiés à ce moment-là de leur combat, de leur souffrance, parfois de leur échec, mais aussi des réussites, des succès, puis donc des belles histoires aussi qu'on peut vivre avec eux. Ils se créent des contacts privilégiés avec eux parce qu'on a accès à leur intimité, à leur vie personnelle, à leur famille, à leurs amis, donc à tout leur réseau social. Puis nous, on les voit cheminer à travers l'évolution de la maladie.
Puis on voit les forces qu'ils peuvent dégager de ces personnes-là. Puis comme on les accompagne, puis qu'on est auprès d'eux, bien, ça permet de créer des liens qui sont particuliers à ce moment-là. Fibrose Kystique Québec, c'est une représentante provinciale de Fibrose Kystique Canada. Donc, la mission commune des deux entités est financer les projets de recherche médicale à travers le Canada et soutenir des soins de qualité via les cliniques spécialisées qui sont situées un peu partout à travers la province et à travers le Canada. Et évidemment, sensibiliser le public à la cause et à la maladie. En 1960, il y a des parents d'enfants atteints à Toronto qui trouvaient que c'était rendu grave, là, la maladie était présente, mais il n'y avait rien qui se faisait. Les bénévoles se sont joints à la cause à travers tout le Canada. Donc maintenant, on compte 50 sections locales à travers le Canada, dont 11 au Québec. La cause de la fibrose kystique, là, c'est vraiment spécial. Ça se démarque parce que c'est une maladie assez particulière. Donc, quand un diagnostic se présente dans une famille, un enfant est diagnostiqué, là, évidemment, en premier lieu, on remarque un choc. Évidemment, il y a l'acceptation, le déni et tout ce qui passe là, similaire à un deuil, là. Et ensuite, les gens vont se mobiliser puis ils vont créer un fort réseau autour d'eux autres. La famille, les amis, les collègues de travail, les voisins, tout le monde va être très sensibilisé, très touché. Ça fait un réseau très fort, beaucoup de collaboration, beaucoup de générosité, puis de la solidarité. On va remarquer beaucoup de solidarité. Les gens, là, ils vont vraiment être impliqués là, fort là-dedans. On est encore dans l'attente du médicament qui va guérir la fibrose cystique. Puis on est tous confiants que ça va être dans les prochaines années. Puis il y a beaucoup de recherches qui se fait. Autrement, depuis dans les 50 dernières années, la fibrose cystique a beaucoup changé. Dans les années 75, 76, il n'y avait personne de 18 ans dans la ville de Québec. Ça veut dire que tous les enfants mouraient avant l'âge de 17 ans. C'est une maladie qui était réservée aux pédiatres. Puis maintenant, au Canada, l'âge moyen de vie des patients, c'est 47 ans. Pour ramasser des sous, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Là. On ramasse de l'argent, puis de toutes les façons inimaginables. On a des banques chez McDo, on a des banques d'un commerce. Je fais des 5 à 7 serveurs d'un soir, on fait des encans. Je vois pas le jour que je vais arrêter de faire ça parce que, dans le fond, on n'a pas encore trouvé le fameux remède. Je suis beaucoup impliqué avec la fibrose cystique. Disons que c'est en fin de compte, c'est comme un petit peu ma cause. Donc, je m'implique, je suis deuxième vice-président de la section au conseil d'administration. À l'âge de 4 ans, je faisais déjà des petites conférences, puis j'allais témoigner là, de mon expérience avec la fibrose cystique du point de vue d'un enfant. Maintenant, je le fais encore, mais du point de vue d'un jeune adulte. Leur seul désir est de vivre une vie des plus normales, et ce, même s'ils savent très bien que c'est impossible. Ils doivent apprendre à conjuguer leur maladie avec tous les aspects de leur vie. Et c'est aussi vrai pour les adultes atteints que pour les parents d'enfants fibrokystiques. La famille a tourné alentour de la maladie. C'est sûr que ça a un impact sur les frères, les sœurs, la famille, nos vies personnelles. Parce qu'au-delà d'être une famille, on est des individus. Parce que dans l'ensemble, je pense qu'on essaye vraiment, comme parents, d'être au-dessus de ça, là, puis de voir que ça pourrait être pire ou d'être positif face à des situations plus difficiles. Là. Souvent, elle m'empêche d'aller dormir chez des amis parce que moi, j'ai un gavage avec un poteau de soluté, puis je suis branchée la nuit. Ça me donne du lait spécial. Fait que des fois, je peux pas aller dormir chez des amis à cause de ça. Quand je vais dehors, je dois vraiment bien m'habiller pour pas attraper des microbes parce que sinon, je vais avoir de la misère à la combattre. Puis des fois, ça m'empêche de faire des activités comme si je vais à la piscine. Ben oui, c'est sûr que je peux me baigner, mais il faut que je fasse un peu attention. Pas mal capable de tout faire ce que je veux. Puis des fois, c'est abandonner certaines choses au profit d'autres. Donc, c'est abandonner des fois plaisir et vie sociale contre les traitements et puis les obligations. C'est troquer, mettons, des journées d'école contre des journées de suivi à l'hôpital.
Les patients atteints de fibrose kystique, pour la majorité, ils vont fonctionner, je dirais, assez normalement. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'école, pour les adultes, bien, quand l'école est finie, ils vont travailler. La plupart vont être capables d'occuper un emploi. C'est certain qu'il peut y avoir certaines restrictions à cause de la maladie, donc peut-être certains types d'emplois qui vont être moins recommandés que d'autres. Si la maladie pulmonaire est relativement avancée, bien, des fois, ça fait qu'on n'a pas la même tolérance à faire des efforts. Donc, il peut y avoir certaines restrictions, certains impacts sur le travail, sur l'école. L'autre chose qu'il y a avec la fibrose kystique, c'est que les traitements prennent beaucoup de temps. Fait que c'est sûr qu'on peut avoir une vie relativement normale, mais il va avoir du temps à consacrer au traitement. Donc ça, des fois, ça peut être une difficulté de plus à gérer, là, de concilier les traitements, le travail, l'école, la famille, parce que c'est quand même, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 2 heures par jour de traitement. Les premières années que je travaillais, je ne le mentionnais jamais au départ. J'attendais toujours que ça fasse, dans le fond, souvent, ça faisait 3 mois. Parce que souvent, ça a souvent donné dans ma vie que j'ai eu un traitement intraveineux, puis après, je changeais de travail. Fait que j'attendais au premier rendez-vous, puis là, je leur disais « Ah, j'ai un rendez-vous d'examen suivi pour la fibrose kystique », puis là, je leur mentionnais, mais il y avait eu le temps de voir qu'est-ce que je faisais. C'est plus depuis que j'ai mon enfant que ça l'affecte ce que je peux faire. Parce qu'avant, je travaillais 40 heures, j'avais pas de problème. J'allais à l'école, je récupérais mes manques, j'avais pas de misère. Là, je suis passée de 40 heures à 32 à 25 en 1 an, depuis que je suis retournée travailler. Fait que ça a été un coup plus difficile. Ça a été il y a plus d'adaptation maintenant à faire que j'ai jamais eu à faire, là. Bien, en fait, c'est l'espoir qui me motive à continuer mes études puis à aller de l'avant dans mes projets. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas que je me bloque. Si jamais un jour on découvre le remède miracle, que je réussis à avoir une vie qui est plus... qui est potable, qui me permet de vivre aussi longtemps que tout le monde, bien, je ne serai pas barré. Je vais avoir un travail, je veux avoir une famille, je veux avoir, tu sais... C'est un petit peu superficiel, mais de l'argent pour faire ce que je veux. J'avais jamais osé penser à avoir des enfants. Je voulais pas me donner ce rêve-là puis être déçue plus tard. J'ai comme jamais pensé j'en veux-tu ou j'en veux pas avant d'être avec mon chum depuis 2-3 ans. Puis là, on a commencé à en parler, on a réfléchi pas mal. Il y a eu toutes les questions de base quand tu veux avoir un enfant. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'en veux un? Est-ce que je suis prête à tout ce que ça importe comme changement? Refaire ma routine, là. Mais en gros, ce que ça ressemble, c'est que j'ai 45 minutes de traitement à faire le matin. Fait que je me lève vers 5h15, 5h30, je fais tout ça. À 6h, le reste de la famille se lève. Là, c'est la routine, habiller mon garçon, faire le déjeuner pour tout le monde, tout ça. Après ça, je pars travailler, mon chum va porter mon gars à la garderie. Puis quand je reviens, là, je finis à 2h30. Fait que je reviens à la maison, je fais l'autre balance de traitement qui me reste à faire. Puis j'ai du temps pour moi un petit peu pour me reposer. Puis après ça, mon chum arrive avec mon gars. Puis là, c'est la routine de soir. Fait que le souper, la vaisselle, un petit peu de ménage, jouer avec mon garçon, puis le bain, le dodo, tout ça. Ça laisse pas beaucoup de temps pour conjoint. C'est beaucoup d'adaptation puis de routine à changer. Puis c'est pas évident de se coucher à 9h30 pour être en forme le lendemain matin, là. J'ai bien de la misère. Même si une vie normale est envisageable, ils doivent peser les pour et les contre de chacune des situations. Le fait de vivre avec une qualité de vie précaire bloque souvent les rêves. Mais parfois, c'est un argument pour relever des défis. C'est sûr que de façon plus moderne, il y a la greffe pulmonaire qui est maintenant disponible depuis les dernières années, qui a aidé beaucoup à améliorer le niveau de santé puis éviter les décès chez les patients fibrose kystique. Quand ils ont des nouveaux poumons, ils fonctionnent avec des poumons sans fibrose kystique, ce qui est merveilleux pour eux autres. Malheureusement, ce n'est pas disponible à tout le monde, la greffe, parce qu'on a des problèmes de donneurs. Pour dire que quelqu'un a besoin d'une transplantation pulmonaire, il faut vraiment que la maladie soit devenue très sévère. Le poumon est devenu insuffisant. Ça veut dire que les échanges gazeux se font plus bien. La personne, évidemment, en restant beaucoup de symptômes aussi, là, quand on envoie quelqu'un en transplantation, habituellement, sa qualité de vie est affectée par la maladie. La personne est essoufflée, est souvent infectée, a besoin de beaucoup d'antibiotiques, de traitements par les veines et tout ça. Mais on sait que le pronostic de cette personne-là est très réduit, là. C'est là qu'on sait que si on veut prolonger la vie, il faut aller vers une transplantation. Parce qu'à l'âge de 23 ans environ, j'avais pas vraiment de... Je prenais des médicaments, mais j'avais pas énormément de symptômes. Je vivais ma vie comme tout le monde, là. Ça paraissait pas. J'ai commencé à être plus malade. L'année avait été plus difficile.
J'ai commencé à dégringoler. Et vers le mois de décembre, c'est vrai que ça a vraiment tout chamboulé d'un coup. J'étudiais à temps plein, je travaillais à temps plein, je voyageais, je sortais. Et en moins de 2 mois, j'ai été obligé de tout arrêter. Je suis tombé invalide. Beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus de traitements, de la physiothérapie. J'ai embarqué sur la liste de greffe quelques semaines plus tard, quand on a commencé les démarches. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas vraiment remonté. J'ai descendu un peu, ça reste quand même assez stable. La greffe c'était inévitable. Si je l'acceptais pas, il n'y aurait rien eu à faire non plus. Là. Ben, je pense que j'ai toujours en arrière de ma tête que je peux passer par là, puis que ça se peut que ça arrive. Puis, l'année passée, là, quand ça faisait la 2e, 3e fois que j'étais malade en intraveineux, là, c'est niaiseux, là, mais je l'ai lu le questionnaire « Voulez-vous avoir la greffe? » Quand je rencontre des gens, comme Tommy, moi je l'ai connu, puis il faisait plein d'affaires. Là. Il était genre en politique, puis il étudiait je sais plus combien de cours par semaine, puis je l'ai vu descendre vite. Puis je sais que ça peut arriver à moi aussi, puis je sais que ça peut arriver à n'importe qui. Mais tu sais, mon VMS, en général, est environ à 20 20 c'est pas mal mon meilleur. Mais c'est sûr que mon plus gros problème, c'est vraiment le côté respiratoire. C'était pas prévisible, mais je pense que tout le monde a été surpris. Même les médecins, là, mon docteur l'avait pas vu venir. Je faisais un DEP à temps plein. Je prenais des cours à l'université en même temps. Je travaillais aussi à temps plein. Donc, tu sais, j'étais vraiment, vraiment occupé tout le temps. Et là, je suis passé je suis tout le temps en train de faire quelque chose à je fais vraiment plus rien. J'étais dans mon lit, j'avais de l'oxygène. Avant, j'avais pas d'oxygène. La fibrose kystique, ça évolue quand même progressivement. C'est rare que tout d'un coup, quelqu'un va aller très mal. Ça peut arriver, mais pour la plupart des gens, ça va être quelque chose qu'on va voir venir. On fait des discussions, puis on fait un bilan pré-greffe qu'on appelle. Ça consiste à faire beaucoup d'examens pour vraiment bien caractériser la maladie de la personne, mais aussi pour être certain qu'il n'y a pas un problème qui ferait en sorte que la personne n'est pas éligible à une transplantation. C'est un processus qui implique beaucoup la famille ou les personnes significatives là, ça les implique beaucoup dans le sens que c'est même une exigence pour une transplantation pulmonaire d'aller là-bas accompagner. Je vois pas vraiment le négatif là-dedans, à part peut-être le petit retard que j'ai pris par rapport à d'autres. Là. Mais tu sais, dans une vie, c'est quelque chose qui te fait voir les choses différemment. Tu vois la vie différemment, c'est pas pareil, puis je pense pas que je le vois pas négativement. Là. Il y a des gens qui sont en santé, ils vont commencer leurs études, après ça, ils vont commencer à travailler, fonder une famille, s'acheter une maison, puis ils n'auront jamais vraiment peut-être de temps d'arrêt pour voir si ce qu'ils font, ils aiment ça, s'ils devraient faire leur vie différemment, puis quand ils y pensent, peut-être qu'ils rendent un peu trop tard. T'sais. Après la greffe, ma vie va être peut-être plus accomplie, plus en phase avec comment je veux vivre. Je vais être plus conscient de qu'est-ce que tu peux manquer, justement, en étant toujours dans ta routine. Je pense pas m'essayer dans une routine où je pense vraiment faire ce que je veux vraiment plus aimer. Par rapport aux complications de la greffe, c'est peut-être juste parce que j'y pense pas non plus, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me dis que de toute façon, les complications de la greffe sont nécessairement moins pires que qu'est-ce qui va arriver si je la fais pas. Puis inévitablement, à la limite, ça va être le même résultat. Si ça fonctionne pas, je vais mourir. Et si je l'ai pas, je vais mourir aussi. En fait, je me suis jamais dit que j'allais lâcher. La seule chose que je me suis dit à un moment donné, c'était que je me rendrais pas à greffe quand j'étais vraiment très malade l'été dernier. Mais tant et aussi longtemps qu'il y avait l'espoir d'avoir la greffe, que la greffe était possible, c'était sûr et certain que je n'aurais pas arrêté les traitements, que je n'aurais rien lâché. La greffe s'offre comme une solution partielle, mais elle peut causer des complications. Les personnes atteintes de fibrose kystique veulent une vie sans embûches. Mais pour cela, ils doivent apprendre à jongler avec leur quotidien. C'est sûr que j'ai eu des grands moments de découragement. Comme si je prends l'adolescence, quand que ça te frappe vraiment, puis que tu te dis « Oh, j'ai déjà une hypothèque d'avance. » Parce que tu te demandes qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça. Comment tu vas pouvoir vivre, puis comment tu vas pouvoir aller plus loin, faire ta vie, atteindre tes rêves. C'est un petit peu bouleversant là, quand tu prends ça d'un point de vue de jeune. D'habitude, nous autres, les jeunes, on est censés tout avoir devant nous. Mais c'est quand tu as la fibrose kystique que tu te rends compte que c'est pas vrai. Tu t'apprends un petit peu à renoncer puis un peu faire le deuil de ça. Ça, Camille, elle m'inspire parce que justement, c'est une petite fille positive, c'est une petite fille qui est tellement impliquée dans plein d'affaires qui l'inspire, qui voit de l'avant,
des petites choses, ça la rend heureuse. Puis, La prise de conscience que je n'étais plus capable, autant qu'avant, de faire le même nombre de choses que je faisais, de voir diminuer mes heures de travail, ça a été un gros coup pour moi. Ça a été dur d'accepter que c'était en train de commencer. Là, t'sais. Des fois, je suis nerveuse. Des fois, ça me rentre dedans une journée, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai la fibrose, je vais être capable de me rendre. Puis en même temps, je m'en fais pas, parce que moi, quand je suis née, il m'avait dit que je me rendrais peut-être pas à l'âge adulte. Puis j'ai eu 30 ans la semaine passée. Là. Fait que, tu sais, j'en prends puis j'en laisse. Fait que je sais que, tu sais, plus que ça va, plus que les traitements améliorent. Je sais aussi que plus que ça va juste détériorer ma santé, parce que c'est vers ça que, tu sais, inévitablement, on s'en va vers là un jour ou l'autre. Là. Je veux pas mourir avant mon temps. Je veux pas avoir l'impression d'être comme venu au monde pour rien. Je veux accomplir ce que j'ai accompli. Fait que oui, j'ai peur de mourir. C'est d'arriver à découvrir un médicament qui va traiter, non pas les complications, mais le traitement réel de la fibrose cystique. Bien, ce que je veux pour l'avenir de la fibrose cystique, c'est vraiment que les jeunes puissent avoir une vie normale. Pour ce qui est ma fille, je veux vraiment qu'elle réalise ses rêves. Je veux qu'elle se tienne droit. Je veux qu'elle morde dans la vie. Puis j'aimerais vraiment ça que mes traitements soient moins longs pour que je puisse aller à l'université puis étudier pour devenir vétérinaire. Une chose est certaine, c'est que les personnes atteintes de la fibrose kystique ont une force intérieure. Ils vivent d'espoir en attendant le moment de la guérison, le moment où ils pourront enfin déposer les armes et célébrer la victoire. D'ici là, il ne leur reste malheureusement que deux choses à faire: vivre d'espoir et essayer de prendre le contrôle de leur vie.